Chers collègues, notre délégation célèbre aujourd'hui un événement tout particulier puisque nous avons l'honneur, le grand honneur, de recevoir le docteur Denis Mukwege, un homme au courage exceptionnel, héros de la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Docteur, c'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous consacrer ce temps d'échange, malgré, nous le savons, les contraintes logistiques liées à la pandémie. Je sais que nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui vont nous suivre sur le portail de l'Assemblée nationale. J'en profite également, si vous le permettez, pour remercier les docteurs Patrice Tran-Baoui, président de l'Académie de médecine, et le professeur Ville, bien connu des membres de notre délégation, notamment pour avoir permis l'organisation de cette audition. Docteur, à la suite de vos études, vous décidez de vous engager aux côtés de vos compatriotes, victimes des conflits déchirant l'Est du Congo, et constatez l'horreur subie par les jeunes filles et les femmes. Viols de masse, mutilations sexuelles étant utilisés comme autant d'actes de guerre, voire d'armes de guerre. Vous allez nous expliquer tout cela tout à l'heure. Gynécologue obstétricien, vous avez fondé en 1999 l'hôpital de Panzi à Bukavu, je ne sais pas si je le dis bien, établissement dans lequel vous accueillez et soignez notamment les femmes victimes de crimes sexuels. Vous menez depuis lors un travail extraordinaire de prise en charge des victimes de violences sexuelles, ne vous limitant pas aux soins, mais veillant également à l'accompagnement psychologique, social, économique également, légal. Et vous êtes également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur ces enjeux. Vous le faites évidemment avec courage, avec le courage que requiert votre art au cœur du conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 6 millions de morts et 4 millions de personnes déplacées. Mais vous le faites également avec le courage hors du commun que demande votre combat pour la vérité qui vous vaut des menaces de mort et de devoir vivre dans votre propre pays sous la protection des Nations Unies. Vous dénoncez dans ce conflit les responsabilités de chacun et plus particulièrement le lien étroit entre violences sexuelles de masse et prédation des ressources naturelles. Vous êtes aujourd'hui connu mondialement comme celui qui a consacré sa vie pour réparer les femmes. En 2018, vous avez reçu le prix Nobel de la paix pour votre combat visant à mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Vous faites partie, docteur, de ces hommes qui contribuent activement à contrer une culture misogyne et patriarcale qui encore aujourd'hui, pour certains, les condamne ou les incite à dominer et mépriser les femmes. Vous êtes de ceux qui êtes du côté des femmes. Vous les voyez comme des sujets et non comme des objets. Vous êtes de ces hommes avides d'entendre la voix des femmes qui souhaiteraient les voir à des postes de pouvoir, qui brûleraient de connaître leur pleine humanité et vibreraient à leur libération, comme l'écrit si justement Mona Chollet dans son dernier essai. Et pour cela, notre délégation ne saura jamais assez saluer votre travail. J'en profite pour recommander à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui la lecture de vos deux ouvrages, « Réparer les femmes » et « La force des femmes » parus en 2019 et en 2021. Cher docteur Mukwege, c'est pour décrire le combat que vous menez depuis 1999, les drames subis par les filles et les femmes victimes de guerre, et également dans le cadre de la situation actuelle de la région du Congo, à laquelle vous appartenez, que vous êtes avec nous aujourd'hui. Pour commencer, docteur, si vous le voulez bien, peut-être pourriez-vous nous dire quel appui la France et l'Union européenne peuvent apporter à votre combat. Vous nous expliquiez précédemment, avec le président de l'Assemblée nationale, à quel point aujourd'hui le viol est une arme de guerre utilisée avec méthodologie, visant des objectifs très précis de destruction de certaines communautés et au-delà du corps des femmes qui semblent être des vecteurs de violence, ce sont des pans entiers de certaines communautés que cette arme, qui est le viol, qui est donc utilisée dans ces régions du monde. Vous pourrez peut-être nous préciser cela, nous montrer aussi à quel point cela a été utilisé sur différents théâtres de guerre et peut-être nous expliquer également sur le plan juridique les avancées que nous pourrions
mettre en place, notamment dans le cadre de certaines conventions, qui pourraient, à l'instar d'autres problématiques, être reconnues donc, comme une arme de guerre. Cher docteur, nous vous laissons la parole et j'inviterai ensuite mes collègues à vous poser des questions s'ils le souhaitent. Aux droits des femmes, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie pour m'inviter à prendre la parole ici à l'Assemblée nationale française, surtout au sein de la délégation aux droits des femmes, et pour vous parler de notre combat pour les femmes victimes de violences sexuelles liées au conflit, l'une des violations des droits humains, du droit international humanitaire le plus grave et le plus répandu, mais qui reste le plus souvent commis dans un climat d'impunité totale. On le voit dans plusieurs pays. J'ai eu l'occasion de visiter les femmes dans plusieurs pays, de tout le continent d'ailleurs, et malheureusement, c'est un crime qui est souvent ignoré, invisible, où l'indifférence et l'inaction ont trop longtemps prévalu. Mais depuis l'adoption de la résolution 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'utilisation du viol et de la violence sexuelle a été reconnue comme une arme de guerre, exacerbant les situations de conflits armés et empêchant le rétablissement de la paix et de la sécurité. En outre, ces actes odieux peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l'humanité, ou même un acte constitutif du crime de génocide. Cette évolution est primordiale car permet en fait de traiter un problème qui doit d'abord être reconnu, puisque je crois que le plus grand problème qu'on avait par rapport à ces crimes odieux, c'est qu'ils n'étaient pas reconnus comme un crime. Pourtant, ces avancées du droit international ne doivent pas occulter le fait que le fléau de la violence sexuelle, qui est une véritable pandémie, continue de se répandre tragiquement dans tous les conflits. De la République démocratique du Congo au Tigré, en passant par le Yémen et le Myanmar, les violences sexuelles sont utilisées comme une stratégie de terreur et se caractérisent par le fait qu'ils sont souvent utilisés massivement, méthodiquement et systématiquement. En fait, lorsqu'on parle de viols massifs pour terroriser les communautés entières, je vois ce qui se passe en République démocratique du Congo et vous pouvez vous imaginer un village où on se réveille le matin et en 6 heures, on a violé 200, 300 femmes. Ces viols qui se font massivement sur des populations entières, malheureusement, ces viols se font en public. Ce sont des viols qui sont souvent collectifs. C'est très rare parmi les femmes que nous soignons de trouver des femmes qui se plaignent d'avoir été violées par une personne. Souvent, c'est violé par plusieurs personnes. Et en fait, ce qui rend ces viols massifs, c'est le fait de vouloir absolument à chaque fois, quand ces groupes armés violent, de faire en sorte que la famille, le voisin, la communauté puisse assister à ces actes ignobles sur les femmes. En fait, lorsque la famille, les enfants, le mari assistent à ces actes, eux-mêmes, ils sont profondément traumatisés. Et souvent, en fait, j'étais très critique envers les hommes qui ne protègent pas ou ne défendent pas leurs épouses. Mais quand j'ai eu à rencontrer un homme qui est venu me voir en consultation, et sa plainte, c'était « Depuis que c'est arrivé à ma femme, je ne suis plus un homme ». Et j'avais insisté, j'ai dit « Messieurs, vous avez quitté vos enfants, vous avez laissé votre épouse ». Et il me disait tout simplement « Je n'avais aucune raison de rester, puisque je n'étais plus un homme ». En fait, je ne suis plus un homme, ça veut dire tout simplement que
surtout dans une société patriarcale, lorsque ça se passe, il n'a pas protégé sa femme, il n'a pas protégé sa fille, peut-être pour certains qui voient leur fille violée en leur présence. Il a ce sentiment de perdre complètement l'estime de soi. Et malheureusement, souvent, ces hommes développent des pathologies psychologiques qui les rendent tout simplement incapables de pouvoir jouer les rôles des maris à la maison. Et donc, vous voyez déjà, sur le plan familial, ces faits-là de violer les femmes en public disloquent le foyer, mais aussi ça a un impact sur la communauté, puisque lorsque ça arrive à plusieurs personnes dans la communauté, c'est comme si les gens dans la communauté, ils perdent leur identité. Ils étaient hommes, ils étaient maris, mais ils sentent qu'ils ne sont plus hommes, ils ne sont plus maris. Et je peux me rappeler le viol de l'épouse d'un chef coutumier. Et la population a tout simplement considéré que le chef coutumier n'est plus chef. Puisque si sa femme a été violée en public, qu'est-ce qu'il peut encore dire aux autres hommes de la cité? Je pense que c'est une méthode qui détruit la femme qui est la victime directe, mais va détruire les enfants qui assistent impuissants à cette violence qui est faite à leur mère et la considération des enfants à leurs parents. Cette relation aussi s'est détruite puisque finalement, là où les enfants placent leurs parents, ils ne les placent pas dans cette situation d'impuissance qu'on leur impose. Ces viols sont souvent méthodiques. Méthodiques car ce que nous avons observé, c'est que les groupes armés qui commettent les viols, ils font tous la même chose. Et donc, si je vois une victime de violences sexuelles, en écoutant ses plaintes, aujourd'hui, je peux exactement pouvoir dire « vous avez été violé par tel groupe ». Et lorsque ça s'est fait de façon méthodique, il y a des groupes qui, après avoir violé, s'acharnent à détruire l'appareil génital de la femme. D'autres vont brûler, d'autres vont placer des produits caustiques pour détruire l'appareil génital de la femme, mais d'autres vont tout simplement violer que les enfants. Et j'avais publié une étude sur 3000 enfants, et j'avais constaté dans cette étude que 200 enfants qui étaient violés de moins de 5 ans et qui avaient des lésions génitales graves, tous ces enfants étaient violés par un groupe armé. Les autres enfants étaient violés par d'autres groupes, mais ceux de moins de 5 ans, c'était le même groupe. Donc, il y a une méthode pour violer, mais également pour torturer les femmes lorsqu'elles sont violées. Nous avons observé également que ces viols sont systématiques. Ce sont des viols qui ne tiennent pas compte de l'âge, je viens de vous dire. Je crois que la petite fille que j'ai traitée, la moins âgée, avait 6 mois. Et lorsque vous avez un bébé de 6 mois détruit entre vos mains, comme parents, comme grands-parents, vous-même comme médecin, je suis gynécologue obstétricien, mais je crois que c'était la première fois que j'avais ce sentiment que ma place n'était pas au bloc opératoire. Il fallait absolument quitter le bloc opératoire pour affronter ces problèmes, puisque un enfant de 6 mois, un enfant tout simplement, a besoin de la protection des adultes. Et lorsqu'on s'attaque à un bébé de 6 mois et violer un bébé de 6 mois, je peux opérer, mais j'avais ce sentiment profond qu'il fallait faire plus que rester au bloc opératoire. Mais aussi, j'ai eu à soigner des femmes âgées, et je me rappelle toujours, au début de ces drames dans mon pays, une femme qui avait plus de 80 ans, elle ne connaissait pas son âge, on a pensé plus de 80 ans, puisqu'elle avait une fille qui avait 70 ans. Et quand on l'avait soignée, elle était arrivée à l'hôpital inconsciente, mais quand elle s'est réveillée et qu'elle a réalisé qu'elle était à l'hôpital, et quand je commençais à parler avec elle,
elle pouvait se rappeler ce qui s'est passé, puisque quand elle a dit qu'après la troisième personne à la violer, elle ne sait plus ce qui s'était passé. Mais cette femme m'avait dit, moi, je ne vois pas pourquoi vous m'avez soigné, puisque vous m'avez remis à la vie pour que tout simplement je puisse vivre la honte. Et je ne suis pas capable de retourner dans mon village pour regarder mon gendre face à face après ce que j'ai subi en présence de mes enfants et de mes gendres. Dans nos coutumes, la belle-mère, elle est la plus respectée dans la coutume bantoue et que parfois vous ne pouvez même pas croiser les chemins. Mais là, être violée en présence de son genre, cette femme, elle avait l'impression que sa vie n'avait aucun sens. Et nous avons tout fait pour soutenir cette femme, mais malheureusement, elle avait refusé de manger, elle a refusé de boire. On l'a perfusée, mais comme on n'avait pas une alimentation parentale, ce qui devrait arriver était arrivé. Et donc, il y a pas... Ce sont des viols systématiques qui concernent même les hommes. Et je dois dire ici que lorsque les hommes sont touchés, ils sont encore plus fragiles que les femmes. Les femmes, souvent, se donnent une raison de continuer à se battre. Souvent, c'est le sentiment que j'ai par rapport à leurs enfants. Elles ont ce sentiment qu'elles vont continuer à vivre pour leurs enfants. Mais souvent, les hommes, lorsque ça leur arrive, les hommes lâchent tout simplement et souvent, ça se termine par plutôt du suicide. Et à Panzi, nous essayons de faire face à ces drames qui est, effectivement, vous avez compris que ce type de viol, ce n'est pas une impulsion sexuelle, c'est une volonté de détruire, c'est une volonté de montrer tout simplement sa domination et sa puissance sur non seulement la victime, mais sur l'ensemble de la communauté. Mais aussi, cette destruction, en fait, c'est une arme de guerre excellente, puisque lorsque ça arrive, souvent la communauté, vous avez compris que les enfants, ils ont l'impression que les parents ne servent à rien. Et si à cela vient de s'ajouter des enfants qui naissent issus du viol, ces enfants sont exclus, ils ne sont pas acceptés dans la communauté et viennent tout simplement détruire toute la cohésion sociale. Et donc c'est d'une efficacité énorme. Le seul résultat, c'est que ça donne le même impact que ce que nous connaissons dans les guerres classiques. D'abord, les gens ont tendance à quitter leur village, aller chercher la sécurité, surtout lorsque ça devient répétitif, ou tout simplement chercher l'anonymat, surtout pour les hommes, aller dans un endroit où personne ne connaît leur histoire pour essayer de se reconstruire. Mais les villages se vident et vont vers des zones urbaines, mais dans les zones urbaines, pour des personnes qui viennent des zones rurales, souvent la mort va s'en suivre tout simplement puisqu'ils ne peuvent pas survenir à leurs besoins. Il y a un deuxième impact que nous observons, c'est que lorsque on brûle, lorsqu'on introduit des objets au niveau de l'appareil génital, la destruction de l'appareil génital par tous ces actes barbares vont avoir des conséquences sur la fertilité des femmes. En plus de ça, il y a des infections sexuellement transmissibles. Nous faisons de la paroscopie et on est quand même surpris par le taux de chlamydia chez ces femmes qui ont subi ces viols collectifs dans le village et qui reviennent avec des douleurs abdominales après plusieurs mois. Et lorsque vous explorez, vous trouvez que le taux de chlamydia est très très élevé. Les infections aussi comme la gonorrhée et toutes ces infections vont entraîner une infertilité chez les femmes. En plus de ça, la contamination du VIH-Sida, où les femmes vont être des réservoirs du virus et vont transmettre horizontalement, mais également elles vont transmettre sur le plan vertical, puisque les enfants qui naissent de ces femmes, lorsqu'elles ne se connaissent pas atteintes du VIH, ou même si elles connaissaient qu'elle le veut, elle fait tout pour
garder sa situation secrète, elle va transmettre le VIH à sa progéniture. Et donc, il y a une conséquence transgénérationnelle de cette arme redoutable qui est le viol. Et tout ça, ça va entraîner une diminution donc démographique. Et ce qu'on peut observer, au lieu de tuer directement, mais on tue indirectement. C'est comme si on tuait même les enfants avant même qu'ils naissent. Et je crois que les conséquences économiques, puisque la guerre que nous connaissons en République démocratique du Congo, c'est une guerre économique. Tout ce que nous avons comme téléphone, comme laptop, tout ce qui est électronique, dépend absolument de deux choses. D'abord, le coltan, tantal, qui est un minerai utilisé pour sa conductibilité. Et ces minéraux c'est une terre rare qui se trouve en République démocratique du Congo. Et en fait, la guerre s'est faite autour de ces mines de coltan, mais également le cobalt pour fabriquer les batteries dans les véhicules électriques ou les vélos électriques. Et donc, c'est tout à fait une guerre économique, mais la population locale va payer très cher cette guerre, puisque non seulement elle subit les pillages de ses ressources naturelles, mais aussi les maisons sont brûlées, les récoltes sont brûlées. Et ça, c'est l'objectif, appauvrir la population pour pouvoir, en fait, l'utiliser comme des esclaves dans les mines. Et en fait, la dernière conséquence qu'on peut observer dans toutes les guerres classiques, c'est la destruction de la cohésion sociale. Je viens de le dire ici. Lorsque ça se passe dans une communauté, cette communauté ne se relève jamais de sa crise, puisque les femmes sont abandonnées, elles sont rejetées, les enfants vont devenir souvent des enfants qui ne vont plus à l'école, etc. Et donc toute la cohésion sociale est détruite. Je voulais dire, c'est une arme redoutable pour détruire une communauté et après l'assujettir. Puisque lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on perd l'estime de soi, lorsqu'on a le sentiment qu'on n'est plus femme, qu'on n'est plus homme, en fait, la seule chose qu'on fait, c'est que celui qui vous domine vous demande de faire. Voilà le viol comme arme de guerre. Mais je pense que assez rapidement, à l'hôpital de Panzi, nous essayons de prendre en charge les victimes de violences sexuelles devant ces drames. On essaye de les prendre en charge par le modèle que nous avions développé à l'hôpital de Panzi, qui est la prise en charge holistique, donc où on essaye de traiter médicalement les femmes qui viennent avec des lésions génitales, mais toutes ont des atteintes psychologiques qui sont à des différents niveaux, mais nous avons des équipes de psychologues qui soutiennent ces femmes pour ramener cette estime de soi. Et souvent, ce sont des femmes qui peuvent nous arriver dans un état de dépression profonde, elles ne peuvent pas dormir, elles ne peuvent pas manger, etc. Et nos équipes d'assistantes sociales et psychologues font un travail remarquable. Il y a des femmes que vous ne pouvez pas opérer avant qu'elles soient prises en charge psychologiquement, puisque si vous les opérez, vous ajoutez une agression qui peut être fatale. Et donc, avant l'intervention, après l'intervention, nous faisons intervenir des psychologues. Mais également, lorsqu'on les a soignés physiquement et psychologiquement, on observe que le problème n'est pas réglé, puisqu'elles sont rejetées par leur communauté, elles sont rejetées par leur mari. Et donc, nous avons des équipes qui les aident sur le plan socio-économique, puisque finalement, c'est rejet lorsque les femmes deviennent autonomes, lorsque les femmes peuvent travailler pour elles-mêmes et gagner la vie pour elles-mêmes et pour leurs enfants. En fait, elles arrivent à se réinsérer dans la communauté et recommencer une vie normale. Mais ces trois piliers-là, médical, psychologique et économique que nous faisons, à la fin, lorsque les femmes ont pu étudier, lorsque les femmes ont fait leurs affaires et que les affaires ont pu rapporter, elles peuvent vivre autonomes, il y a la question de la justice qui revient. Et je pense que lorsqu'une femme est violée, le fait qu'elle ne se présente pas
à la police ou se présente chez les juges les jours du viol ou la semaine du viol, il ne faut jamais commencer à la condamner, qui est bon, mais voilà, elle aurait pu. Je crois que pour aller à la justice, les femmes ont besoin de sentir une certaine force reprise de l'estime de soi et se dire mon droit a été violé, je vais absolument retrouver qu'on puisse me rendre justice. Et nous avons observé que les femmes reviennent parfois 3 mois, 6 mois, même une année après. C'est pour cette raison qu'à l'hôpital, nous essayons de collecter toutes les preuves que nous pouvons, nous les gardons et nous ne forçons pas les femmes à aller se plaindre immédiatement, mais nous leur disons tout simplement, vous avez la possibilité, et nous avons des juges, ou plutôt des avocats au niveau de l'hôpital, qui peuvent les accompagner devant les cours des tribunaux, mais nous avons l'impression que ça, c'est vraiment un processus où la femme a besoin de sentir qu'elle a repris l'estime de soi pour pouvoir entrer dans ces processus judiciaires. Ce sont les 4 piliers que nous utilisons au niveau de l'hôpital pour soutenir les femmes. Je voulais peut-être dire, si l'hôpital est la porte d'entrée principale pour les victimes de violences sexuelles, mais lorsqu'il s'agit des enfants, lorsque les enfants sont violés, les parents souffrent beaucoup plus de ces sentiments de culpabilité. Et leur premier réflexe, c'est d'aller vers la police. Et elles viennent à l'hôpital, souvent envoyées par une réquisition à médecin au niveau de l'hôpital. Et cette démarche, on peut aussi la comprendre lorsque c'est une adulte, elle a tendance à vouloir gérer, cacher, essayer par rapport à elle-même, à son image. Mais quand c'est son enfant, la tendance est d'aller directement vers la justice, puisque c'est une question de culpabilité. Je n'ai pas protégé, il faut que la loi puisse me protéger. Voilà ce que nous faisons au niveau de l'hôpital de Panzi par rapport à ces drames de viol comme arme de guerre. Et vous aviez posé la question de savoir ce que l'Union européenne et la France peut faire. Je dois dire que ce que nous attendons, c'est peut-être à plusieurs niveaux. Comme je venais de dire, c'est une guerre économique. Et je crois que aujourd'hui, en fait, nous sommes tous concernés par cette guerre, indirectement. Mais à partir du moment où nous utilisons des appareils électroniques, on sait très bien que des compagnies, des multinationales qui exploitent, donc qui utilisent ces minéraux, vont utiliser parfois des chemins un peu plus compliqués, mais ça passe par l'Asie avant de venir en Europe. Nous avons pu obtenir l'année passée la mise en œuvre de la loi votée par l'Union européenne sur la traçabilité donc des minéraux de conflit en République démocratique du Congo. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons demander, c'est que des pays comme la France, comme l'Union européenne, puissent faire le suivi de cette loi, puisque finalement, on a l'impression qu'il y a des conventions qui sont en train de se faire entre les États pour contourner donc la loi de traçabilité des minéraux de conflit en République démocratique du Congo et pouvoir en fait le blanchir avant qu'ils viennent en Europe. Mais également, je pense que nos attentes, c'est que la France, c'est un des membres du Conseil de sécurité. Le viol qui est utilisé comme arme de guerre, ici, je veux vraiment évoquer les rapports mapping qui dit très bien que des actes qui se posent en République démocratique du Congo depuis maintenant plus de 20 ans, ce sont des actes qui peuvent être constitutifs même du génocide, mais ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Notre attente, c'est d'avoir le soutien par rapport à notre plaidoyer, puisque notre plaidoyer, nous demandons à ce qu'il y ait quand même une justice transitionnelle, puisque jusqu'à aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ceux qui ont enterré les femmes vivantes, et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, vous prenez des femmes, vous les promenez nues, vous les violez, vous les promenez nues dans la cité. Après, vous les empalez, vous les mettez dans un trou vivantes, elles sont en train de crier, vous les enterrez,
vivantes. Et ça s'est passé, c'est documenté. Et le monde ferme les yeux. C'est un rapport des Nations Unies, le rapport Mapping. Ceux qui ne l'ont pas encore lu peuvent lire ces rapports. Et c'est sidérant de voir que le monde peut être informé des situations, de telles situations, sans que le monde puisse réagir. Est-ce que c'est puisque ce sont des femmes que le monde dit bon ben c'est pas grave? Je ne crois pas, mais je crois qu'il y a des intérêts géostratégiques qui font qu'on peut se taire, mais des actes comme ça, aucun intérêt géostratégique peut permettre à ce qu'on laisse des gens qui ont enterré des femmes vivantes dans des positions de commandement dans l'armée ou dans la police ou occuper des postes politiques dans un pays. Et là, nous, notre plaidoyer, c'est qu'il faut absolument que ces rapports des Nations Unies, ce n'est pas mon rapport, ce n'est pas un rapport qui a été fait par un individu, c'est un rapport qui a été fait par plus de 100 experts des Nations Unies et qui ont travaillé sérieusement. Leur méthodologie est une méthodologie approuvée. Je pense que nous avons besoin d'un soutien pour que ces rapports puissent être déterrés, qui est aujourd'hui dans les tiroirs des Nations Unies, que l'on puisse quand même interroger ceux qui ont commis ces actes ignobles. Et la dernière chose que nous attendons de la France et des parlementaires français que vous êtes, c'est par rapport au viol dans les conflits tels que je viens de les décrire. En fait, c'est reconnu comme le viol comme crime de guerre, comme un crime contre l'humanité, même comme peut-être un acte constitutif de génocide, mais ce n'est pas un acte qui est prohibé, qui est proscrit. Donc il n'y a pas sur le plan normatif, on n'a pas une convention comme la convention qu'on a sur l'utilisation de la famine comme une méthode de guerre. On n'a pas une convention qui stipule clairement que le viol, c'est une méthode de guerre et que cette méthode est proscrite dans les conflits armés. Et je pense que l'appui du Parlement français par rapport à ces vides législatifs peut aider à faire progresser la cause des femmes à travers le monde. Et ça, je pense que cette convention ne pourrait pas aider seulement les femmes congolaises, mais comme peut-être je le disais tantôt, on trouve que dans tous les conflits aujourd'hui, les femmes payent trop cher. Que ce soit proche de vous ici, en Kosovo, on a vu ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, au Tigré, Myanmar, même en Colombie, en fait, les femmes payent trop cher, mais la tendance, c'est l'impunité, c'est tourner la face et ne pas voir la vérité en face. Et donc, je pense qu'en nous engageant tous ensemble dans cette question, on peut faire progresser la cause des femmes. Merci. Merci, docteur. Vous nous ouvrez les yeux et on ne pourra pas dire, que nous ne savions pas. Parce que ce sont des lanceurs d'alerte, des témoins directs qui, comme vous, qui nous ouvrent les yeux. Et nous, parlementaires, nous pourrons dire que nous l'avons entendu et nous pourrons ne pas dire que nous ne savions pas. Je vais donc maintenant laisser également la parole à mes collègues. Il y avait notamment Madame Isabelle Roche qui voulait... Alors je vais vous demander, mes chers collègues, comme nous sommes nombreux, de bien vouloir faire des interventions relativement courtes. Nous allons, si vous le voulez bien, docteur, prendre plusieurs interventions à la suite des autres, puis vous pourrez réagir. Merci. Chère Isabelle. Merci Madame la Présidente. Très honorée d'avoir à poser la première question. Cher docteur, déjà je voudrais commencer en vous remerciant grandement pour l'ensemble de votre action et vous dire toute l'émotion et je pense, partager à l'écoute de vos propos. Vous avez su mettre des mots sur l'indicible et comme disait la Présidente, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et donc, moi, je voulais vous interroger, en fait, comme la Présidente a demandé d'être très courte, je vais raccourcir ma question.
Vous savez que la France promeut la ratification universelle de la Convention d'Istanbul, qui est le texte le plus abouti en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à travers le monde. Pourtant, de nombreux pays ne l'ont pas encore ratifié, dont notamment les États-Unis, la Corée du Sud, mais aussi plusieurs États africains. Et donc, une de mes questions se portera sur ce texte et le regard que vous portez dessus et sur sa diffusion. Est-ce, selon vous, le socle commun le plus complet possible ? Et puis, je voulais savoir, mais vous avez quand même déjà un peu répondu, de manière plus générale, que pensez-vous de l'action d'institutions multilatérales comme l'ONU en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes ? Est-ce que la volonté affichée dans les paroles se traduit-elle, selon vous, dans les actes ? Et observez-vous des évolutions positives ces dernières années ? Et enfin, quels seraient les leviers à activer au sein de ces instances afin d'amplifier encore ce combat ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Présidente, Françoise Dumas, présidente de la Commission de la Défense. Merci, merci Madame la Présidente, chers collègues. Merci, docteur, pour votre témoignage, évidemment, pour avoir lu attentivement vos ouvrages et pour être aussi un ancien travailleur social qui a eu à suivre, comme certains d'entre nous ici autour de cette table, la question du viol et de l'inceste et la destruction physique et psychologique. Je crois que vous avez raison de dire, à titre personnel, que la première des choses professionnelles que vous avez constatées et que nous devons absolument prendre en compte, c'est que, bien au-delà de l'aspect physique, ce qui est le plus criminel dans toute cette histoire, c'est la destruction de l'être, de ce qui fait notre existence, en fait. Le viol annihile, en fait, efface l'individu, efface la personne au-delà du corps. Et c'est cette cicatrice-là qui est la plus difficile, évidemment, à adoucir, et en même temps, c'est celle sur laquelle il faut particulièrement travailler, au-delà de l'aspect, évidemment, très choquant et terrible que vous savez exprimer et que ce rapport détaille avec précision, malheureusement. Je crois que nous avons, je pense qu'il y a une réflexion à mener à plusieurs niveaux, parce que les femmes représentent la moitié de l'humanité. Elles sont d'abord des humains, et le fait de les utiliser comme armes est la pire des choses, je pense, en termes de destruction de l'humanité en tant que telle. Je crois que c'est la parfaite antithèse de la conception que nous avons du droit des conflits armés. Et donc je pense que pour répondre à cet enjeu, il faut qu'il y ait un double mouvement. Évidemment, le premier, c'est de se préoccuper de ces personnes. La réhabilitation, vous avez raison de dire qu'il faut d'abord qu'elle passe par la réhabilitation de l'identité et de l'existence avant de pouvoir être réhabilitée sur le plan sociétal, social et judiciaire. Et le deuxième, c'est comment on pourrait prévenir ces pratiques, de les combattre et de réussir à les extirper des usages que des groupes armés développent, et qui développent d'ailleurs pas uniquement en RDC. Je ne pense pas que malheureusement ce soit une question spécifique à votre beau pays. Comment intégrer cet aspect dans la formation peut-être des militaires au droit international humanitaire pour être allé récemment à Kinshasa, pour être allé à l'école de guerre, puisque nous avons l'État français a des actions de formation de vos forces armées. Je pense qu'il y a aussi nécessité à aborder ces sujets-là, qui ne sont pas des sujets faciles, qui sont des sujets faciles nulle part d'ailleurs. Je pense qu'il faudrait aussi envisager de les mettre au programme des écoles de formation militaire, quelles qu'elles soient, à la fois pour nos propres armées, qui doivent intégrer ces aspects-là dans l'observation de ce qui se passe
sur l'ensemble des conflits armés dans toutes les régions, et aussi de l'autre côté, dans vos forces armées. Parce que vous avez aussi évoqué cette question d'un certain nombre de dysfonctionnements ou de dérives d'un certain nombre de vos propres militaires. J'aurais aimé que vous nous disiez comment vous évaluez aussi l'action sur le terrain des institutions comme la Croix-Rouge internationale, comment elle peut vous aider, nous aider à aborder ces problèmes-là, comment, quelles seraient peut-être aussi les bonnes pratiques que vous avez pu voir autour de vous se développer. Et puis voir surtout, je pense que je voudrais surtout vous dire que je suis évidemment en tant que présidente de la Commission de la Défense extrêmement sensible à votre cause, et je pense que je serai aux côtés de notre chère présidente pour vous aider de toutes les manières qu'il nous sera possible et que vous penserez nécessaire de nous associer. Je voudrais vraiment saluer votre humanisme et la cause que vous servez, mais c'est une cause universelle et je ne voudrais pas, en tout cas c'est un point de vue très personnel, mais que cette cause ou ces crimes-là soient associés à votre pays, uniquement. Merci. Merci, Madame la Présidente. Madame Limon. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente, pour nous permettre d'être ici aujourd'hui, pour vous entendre, vous, docteur Mukwege. C'est un moment privilégié et rempli d'émotions fortes, vraiment. J'ai été moi aussi, comme Françoise, travailleur social en son temps, et j'ai accompagné des jeunes filles, des jeunes femmes, ayant subi des violences sexuelles. Je vous félicite vraiment pour votre prise en charge de ces enfants, de ces femmes, mais aussi de ces hommes, vous en avez parlé, qui souffrent dans leur chair, dans leur tête, dans leur cœur. Ma question est, est-ce que vous avez envisagé d'aller à la rencontre de ces populations dans leur village pour les informer de ce qui pourrait arriver, pour les prévenir. Et en cela, est-ce que nous, Français, on pourrait, d'une quelconque façon, venir en aide, vous venir en aide dans cette démarche, dans cette prise en charge collective? Et si oui, comment? Je vous remercie infiniment, monsieur. Gaël Lebouec. Merci Madame la Présidente, chers collègues, chers docteurs. Tout d'abord encore merci, je m'associe à mes collègues pour vous remercier et quel honneur de vous auditionner et de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Vous savez que nous avons choisi, le Président de la République a choisi il y a maintenant presque 5 ans de faire de ce quinquennat et d'y avoir une grande cause et de porter la grande cause quinquennat, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. On a travaillé depuis beaucoup d'années et je remercie encore une fois la présidente de la délégation, Marie-Pierre Rixain, de tout l'engagement. On a encore des lois qui sont en cours pour aller jusqu'au bout et continuer le chemin qui a été fait depuis plusieurs années. On a eu à discuter parfois, évidemment, de nécessaire accompagnement des victimes et je prends toujours à la fois le temps et des pincettes pour pas mal interpréter les propos que je pourrais avoir, mais on a eu aussi à un moment donné, et certains en ont parlé, Monique Limon en a parlé, de la question des auteurs. Comment finalement, en complément, évidemment sans occulter la nécessaire et l'impérieux travail de réparation de ces femmes, souvent des femmes victimes de ces violences, comment, dans la continuité aussi de la présidente Dumas, la question de la prévention et comment on peut toucher, quelles seraient pour vous les pistes, et je pense qu'entre pays, il y a une dimension internationale que vous portez tellement bien, quelles seraient les pistes pour aller travailler et réduire même ces violences? On a parlé d'éducation, mais j'imagine que vous avez beaucoup d'autres idées et que vous pourrez nous nourrir sur cette question d'aller chercher les causes racines de ces montées de violence et comment évidemment les réduire et nous aider à porter à notre niveau, au niveau de chacun d'entre nous, fortement des améliorations sur les questions de prévention. Je vous remercie, docteur.
On termine par notre collègue Frédéric Meunier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Docteur, évidemment, votre témoignage est très poignant et nous touche, je crois, tous ici au plus profond de notre cœur. Vous avez su, à travers ces violences sexuelles, qui souvent étaient considérées comme des violences sociales ou privées, vous avez su nous ouvrir les yeux et nous faire comprendre qu'aujourd'hui, elles étaient aussi médicales. C'est une maladie et ces femmes sont victimes de maladies physiques, psychologiques, qui peut se traduire par du mutisme, de la culpabilité, du rejet, de l'absence d'estime de soi, bref, tout ce que vous avez exposé de façon très précise. Vous soignez ces femmes victimes de viols, mais vous les aidez aussi à se reconstruire psychologiquement et socialement. J'ai la chance de travailler avec le docteur Claude Rosenthal, corrézien, que vous avez rencontré et qui se rend chez vous aussi pour participer à cette aide significative pour ces femmes et ces familles victimes. Il dit de vous, et je vais peut-être faire un peu sourire, que vous êtes un grand monsieur, que vous êtes quelqu'un de grand dans notre monde, avec pour consécration le prix Nobel de la paix. Il dit que vous êtes son petit frère, puisqu'il est plus jeune que vous, pourtant, vous mesurez 10 cm de plus que lui. C'était un petit peu pour vous donner l'image du docteur qui est chez nous et qui est très fier de vous. Ma question est simple. Le prix Nobel de la paix vous a-t-il permis d'influencer la politique démocratique du Congo? Je vous remercie. Merci Madame Meunier. Docteur Mukwege. Madame la Présidente, je vous remercie. Je veux prendre la parole pour... Très simplement, je suis donc de l'Académie de médecine. Je remercie notre président d'avoir organisé cette séance. Je voudrais juste dire une chose, parce que je reviens de 15 jours passés avec Denis Mukwege à Bukavu. Et je voudrais quand même faire 2 remarques qui me paraissent très très importantes avant que vous puissiez vous prononcer, mesdames. C'est la différence du viol de nos pays, où il y a une note très... Le violeur dans notre pays, c'est vraiment... Vous savez, on parle souvent des pulsions masculines, on parle de... Et je crois que j'ai senti, en étant à côté de M. Mukwege, que là, c'est pas du tout un problème de pulsion, il le dit très bien, c'est pas le problème du sexe mâle, absolument dans toute son horreur. C'est vraiment une arme de guerre épouvantable. Et je voudrais terminer sur une autre chose, pour que vous puissiez prendre vos décisions encore plus éclairées. C'est que, bien évidemment, j'assiste et je lis les modifications législatives qu'il y a eu en France, qui sont très importantes, puisque vous savez qu'on a permis récemment beaucoup de possibilités pour lutter dans notre pays sur les violences faites aux femmes. Mais je crois là, et je reviens et je rebondis, parce que ce n'est pas la première fois que M. Mukwege m'en parle, c'est le problème du rapport mapping et de la position des pays au sein de l'ONU. Parce que ce soit notre président de la République, que ce soit d'autres présidents, ce rapport, il est là. Il a été fait entre 1993 et 2003. Si vous le lisez, il a 88 pages. Et on retrouve pour chaque région, on retrouve la région du Kivu, on en retrouve d'autres, et comme vous le dites très bien. Et je crois qu'il faudrait quand même que les pays qui se luttent et qui souvent se prérorent pour dire on lutte contre la santé en Afrique et on va défendre. Et j'étais moi-même pour l'Académie de médecine et sa fondation à Lyon quand on a restitué plusieurs millions pour l'Afrique et notamment pour les maladies infectieuses. Je ne me faites pas dire que je ne veux pas qu'on se traite des maladies infectieuses, mais que là, je crois vraiment un véritable engagement politique des nations pour aller contre, j'ose dire ça parce que je n'ai pas d'engagement politique du tout, mais contre l'attitude de la présidence de la République du Congo serait vraiment quelque chose de fondamental. C'était la seule remarque que je voulais faire après avoir passé 15 jours auprès de Denis Mukwege et de Claude Rosenthal, que je connais bien. Et je rajouterai sur votre propos que ce qui vient de fonder dans son hôpital ou à côté de son hôpital, la maison de soie, est exactement ce que fait aussi Denis Mukwege. C'est-à-dire quand on est dans l'hôpital de Panzi et qu'on voit toutes ces femmes qui sont là, qui ont été violées et qui vivent ensemble pour essayer de se reconstruire progressivement, c'est quelque chose de très très saisissant pour le croire. Je crois vraiment que le droit international devrait agir au vu des textes qui existent déjà. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir perturbé votre discussion. Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que c'était en effet un point qui est très important de bien saisir. Pour être très honnête, je l'ai saisi au fur et à mesure des discussions que j'ai pu avoir précédemment avec le docteur Mukwege. C'est en effet ce distinguo entre le viol tel qu'il peut être infligé à des femmes dans notre pays, comme des actes individuels qui en effet peuvent être liés à aussi à une domination patriarcale, mais avec des pulsions très
en tout cas, ça n'est pas toujours un système politique, tandis qu'effectivement, tel que le décrit le docteur Mukwege, on est bien sur une arme de guerre. Et comme vous l'avez dit, docteur, et peut-être que vous allez revenir dessus, sur les enjeux systématiques, en public, de grande ampleur et très méthodiques. Voilà. Donc je crois que c'est très important que nous arrivions à faire le distinguo. Et je sais que ça n'est pas toujours évident, tant notre délégation travaille sur ces sujets, mais on est bien sur deux aspects totalement, en tout cas, d'ampleur différente. Merci pour les questions. Je crois que je vais commencer par la question qui avait été posée par rapport à l'organisation comme l'ONU. La dernière fois, quand j'ai participé au Conseil de sécurité des Nations Unies, j'étais frappé par une chose qui... ça créait en moi une forme de désespoir, mais je pense qu'on n'a aucune raison de désespérer. Mais c'était donc la résolution 2467 des Nations Unies qui était proposée par l'Allemagne, mais portée par moi-même et Nadia Mourad. Dans cette résolution, on avait beaucoup insisté sur le fait que lorsque les viols se commettent, condamner un caporal qui a commis les viols, ce n'est pas de cette façon qu'on peut résoudre la question. On voulait que les nations puissent s'engager beaucoup plus, que chaque État puisse être responsable de ce que ces fonctionnaires, spécialement les militaires, commettent sur le champ de bataille. Et dans cette résolution, on demandait beaucoup plus qu'il y ait une responsabilité des États. Et cette responsabilité va plus loin. J'étais en Guinée-Conakry, par exemple, où les femmes étaient violées dans un stade au cours d'un meeting. 10 ans après, j'étais comme expert et j'ai trouvé des femmes qui étaient tout simplement en train de mourir de l'hypertension, d'autres mouraient du VIH, puisqu'il n'y avait personne pour prendre la responsabilité d'un acte qui a été posé. Et je pense qu'on ne peut pas continuer à considérer comme si le problème des femmes, en fait, elles doivent se débrouiller ou il doit y avoir quelqu'un d'être responsable quelque part. Ces femmes en Guinée-Conakry, depuis qu'on a fait donc le Global Survivor Fund, qui avait été créé par la même résolution, les soutiens, ces femmes qui étaient en train de mourir une à une, aujourd'hui, elles ont écrit un témoignage formidable. Et donc, je pense que pour qu'il y ait des réparations, il faut absolument qu'il y ait des mécanismes. Il faut que les États soient responsables quand ça arrive, puisqu'une femme qui porte plainte, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Mais est-ce qu'elle va attendre 20 ans avec des problèmes de santé qui ont été occasionnés par cet acte? Elle ne va pas attendre 20 ans. Peut-être beaucoup sont mortes en Guinée avant même que la justice puisse statuer sur leur situation. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, des femmes qui ont subi des viols en 1996, on n'a même pas commencé à réfléchir sur comment la justice peut se prononcer par rapport à leur situation. Alors que ce sont des crimes contre l'humanité, ils sont imprescriptibles, mais ça pourrait prendre 30 ans ou plus. Beaucoup seront déjà mortes avant même que la justice puisse statuer sur leur cas. Et donc, nous, on avait l'impression que ce qu'on proposait, et en fait, c'est la même chose avec les femmes yézidis, etc., que c'était vraiment du bon sens. Mais je vais vous dire ce que j'avais vécu et qui m'a beaucoup déçu. Et pour dire que la Convention d'Istanbul, c'est une très bonne convention que tout le monde devrait normalement ratifier. Mais ce que j'ai vu au Conseil de sécurité, c'est que la Chine et la Russie, ils ont tout simplement dit nous, on ne va pas, donc on va opposer notre veto. Si on peut responsabiliser dans les conflits armés, responsabiliser les États. Bon, donc ils ont dit qu'il faut supprimer
cette rubrique, ce qui a été fait pour essayer d'avancer. Et les Américains, ils avaient dit, bon, ben écoutez, c'était à la période de l'administration Trump, si vous mettez dans cette résolution la santé sexuelle et reproductive, nous, on va opposer notre veto. Et les deux blocs, vous aviez l'impression que le monde ne peut pas avancer avec ça. Et on avait très bien montré que depuis la résolution 1325, toutes ces questions étaient déjà réglées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas de garantie même par rapport aux acquis que nous considérons que nous avions déjà engrangés par le passé, puisque du coup, avec l'administration Trump, à chaque fois quand il y avait santé sexuelle et reproductive, la résolution ne passait pas. Et 30 minutes avant le vote, on était obligé de modifier, etc. Mais j'étais scandalisé par ces grandes nations qui décident sur nous, mais qui, en fait, lorsqu'on voit les discussions qui se passent, moi, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à l'avenir, de notre avenir, si c'est eux qui vont continuer à discuter pour nous. Donc, je pense qu'il y a des avancées, mais aussi, nous devons rester fermes pour que les avantages, nous ne puissions pas les perdre, puisque avec l'administration Trump, on avait vu là où le monde peut nous amener assez rapidement, même par rapport à ce qu'on considérait déjà comme des acquis. Je voulais répondre en gros pour ce qui est de l'armée et comment les armées, le soutien de la France peut se faire. Je crois qu'aller soutenir une armée dans la formation, etc., la République démocratique du Congo a besoin de la France. J'aime bien répéter, et je suis fier parfois de le dire, que nous sommes le plus grand pays francophone. Et donc nous avons besoin d'avoir une coopération avec la France. Mais je crois que la France, c'est le pays des droits de l'homme. Et je crois que accepter de donner son soutien, lorsqu'on sait que cette armée qu'on est en train de former regorge des criminels qui n'ont jamais répondu de leurs actes, il y a lieu de poser cette question et demander à ce qu'il y ait un vetting, un assainissement. Après un conflit qui a coûté la vie à 6 millions de personnes et qu'on trouve que la seule façon d'organiser l'armée, c'est remettre ces milices ensemble, c'est partager les postes et puis on continue. Les résultats aujourd'hui, on voit, malgré les efforts que font les pays alliés à la République démocratique du Congo, on n'arrive pas à construire une armée républicaine capable de protéger les civils, capable de protéger les personnes et leurs biens. Aujourd'hui, on vient, il n'y a pas un mois, la République démocratique du Congo vient de rappeler l'Ouganda qui, vous vous rappelez, en juin 2000, ils se sont battus en pleine Kisangani, des armées étrangères, avec des conséquences sur la population locale désastreuses. Plus de 60 000 obus ont été lancés sur la ville, plus de 1000 personnes ont été tuées. Ce dossier n'a jamais été réglé. Les deux pays qui se battaient pour le contrôle de la ville, pour exploiter les diamants, n'ont jamais rendu, ils n'ont jamais répondu par rapport aux crimes qu'ils ont commis. Et je pense que lorsqu'on prend le même officier militaire, on les met dans une armée et on demande, par exemple, aux amis de pouvoir les former, je crois qu'un criminel, c'est très, très difficile. Changer l'uniforme ne change pas la mentalité. Il faut absolument un soldat qui a commencé par, qui a été formé à violer, à détruire les femmes. Ce n'est pas puisqu'il change l'uniforme qu'il va changer la mentalité. Il faut absolument que des personnes comme ça, sur le plan médical, on sait qu'ils sont profondément traumatisés. Il y a des études qui ont été faites par
par des scientifiques qui montrent qu'ils ont tous une atteinte psychologique assez profonde. Et donc, moi, je crois qu'au Congo, on a besoin de l'assainissement de l'armée et que les gens comprennent qu'on ne peut pas se cacher dans l'armée pour commettre des actes comme ça sur le corps des femmes. Il faut absolument qu'il y ait cet assainissement et que les gens puissent répondre de leurs actes. Et je pense que, en ce qui concerne pourquoi les gens se comportent comme ça dans l'armée, heureusement que vous l'avez dit, ce n'est pas une question congolaise. Ça serait une façon, en fait, de détourner tout simplement l'attention. La question des violences dans les conflits, c'est une question la violence est dans nos sociétés. Dans les sociétés en paix, ça peut s'exprimer de façon individuelle, ça peut s'exprimer de plusieurs façons, mais cette question est dans nos sociétés. Mais son expression est latente en temps de paix. Mais lorsqu'on entre dans une crise, que ce soit une crise humanitaire, que ce soit un conflit armé, que ce soit la pandémie de Covid qu'on a vue, directement, ce sont les femmes qui payent. Et donc, je pense que si on ne règle pas la question de l'égalité, et je crois que le député l'a très bien dit, et je suis vraiment très content que la France s'investisse dans cette question d'égalité femmes-hommes, et montrer que c'est à partir du moment où l'éducation qui sera donnée, que nous donnons à nos enfants, que nous-mêmes nous faisons un effort pour faire ces changements, qu'on puisse comprendre que quand je suis avec une femme en obscurité, dans la forêt, pendant la guerre, quand il n'y a pas la loi, il n'y a pas la police, d'abord je la considère comme mon égale et donc je la respecte comme mon égale. Je pense que même s'il y a un conflit, le comportement sera le même. Mais dans notre société patriarcale, malheureusement, l'éducation est tout à fait d'une masculinité toxique. Et ça dépend des pays. Il y a des pays qui font mieux que les autres, mais nous sommes dans une société patriarcale où les garçons, le petit garçon à la maison, il est mis au piédestal et pour les descendre là, ça devient difficile. Nous devons cultiver la masculinité positive où l'homme et la femme se sentent tout simplement égaux. Aider dans le village, nous avons un programme dans le village. Quand les malades quittent l'hôpital, nous avons des assistantes sociales qui les accompagnent auprès donc, de la communauté et de leur famille pour faire ce que nous appelons la médiation familiale. Et ça, c'est une étape très, très importante dans notre prise en charge, puisque souvent, les femmes sont accusées à tort et il faut parler avec la famille, parler avec la communauté pour permettre à ce qu'on puisse les aider à être réintégrés dans la communauté. Mais ce que je peux dire, l'aide vraiment qu'il faut donner aux femmes, c'est leur donner l'autonomie. Puisque, je peux donner un exemple. Je vois des femmes que j'avais soignées à l'hôpital de Panzi, et quand elles ont quitté l'hôpital, on les demande toujours qu'elles sont capables de faire pour elles-mêmes. Et ces femmes m'ont dit, si nous, on peut fabriquer des savons, ça peut nous aider, puisqu'elles habitent dans la forêt, et dans la forêt, il n'y a pas de soude caustique. Mais tout ce qu'elles consomment dans leur village vient de la ville, et ça prend l'avion. C'est très cher de payer les transports aériens pour les rapporter du sucre, savon, etc. Et ces femmes, on leur avait donné de la soude caustique qu'on a pu transporter jusque dans leur village. Elles savaient fabriquer les savons. Et lorsqu'elles ont fabriqué leur premier savon et que les villageois pouvaient acheter les savons chez ces femmes, leur statut a complètement changé. Et le message qu'elles m'ont envoyé quelques crottes de savon en me disant « Docteur, nous voulons qu'à chaque fois, quand vous allez opérer, de pouvoir vous laver avec nos savons, puisque dans notre village, on ne nous appelle plus femmes violées, on ne nous rejette plus, on nous appelle maintenant des femmes qui fabriquent les savons, et tout le monde nous respecte, puisque pour qu'elles aient accès à notre savon, elles ont tout intérêt à être
avoir de bonnes relations avec nous. Et je pense que c'est ça l'exemple. Lorsqu'on donne aux femmes l'autonomie, on les permet en fait d'avoir vraiment leur place dans la société. Quand elles étaient arrivées à l'hôpital, elles étaient rejetées par tout le monde, pas respectées du fait qu'elles avaient subi les viols. Mais les jours où elles commencent à résoudre le problème de la communauté, leur nom dans la communauté avait complètement changé. Et donc moi je pense que l'autonomisation des femmes, que ce soit chez nous ou même ici, lorsque les femmes sont autonomes, leur statut social change. Et lorsque les femmes dépendent, eh bien, le système patriarcal prend les déçus sur elles. Donc, j'ai peut-être déjà touché sur cette question de l'égalité. Il est très, très important d'y travailler et avoir des stratégies de pouvoir y travailler par l'éducation, la masculinité, etc. Le prix Nobel en République démocratique du Congo, je suis très heureux d'être reçu au Parlement ou à l'Assemblée nationale française dans la commission ou la délégation de droits des femmes. Je n'ai jamais été reçu par notre Parlement. Je n'ai jamais... Donc, le prix Nobel pour mon pays, ça, ils ont... En fait, je dérange. Et le fait que je dérange, ça n'a pas changé ma situation. J'espérais beaucoup qu'avec le nouveau gouvernement, peut-être les choses allaient changer, puisque, bon, avec l'ancien président, qui était lui-même milicien, je ne pouvais pas attendre beaucoup, puisque à partir du moment où je demande la justice transitionnelle, l'assainissement de l'armée, que ceux qui ont commis de viols puissent répondre de leurs actes alors que lui-même était dans les groupes armés, je ne pouvais pas attendre beaucoup. Mais je suis quand même un peu surpris que le nouveau président fasse la même chose. Et donc, peut-être mon discours qui consiste à demander à ce qu'on ait une justice pour construire la paix, ces discours ne plaisent pas beaucoup. Et donc, au Congo, très peu de gens connaissent le prix Nobel de la paix. Et quand j'ai eu le prix Nobel de la paix, je crois qu'à la télévision nationale, ils avaient mis un match de basket. Voilà. Nous allons prendre deux dernières questions, si vous le voulez bien. Madame Dupont. Bien sûr, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Merci, docteur, de nous faire partager votre expérience, votre analyse. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, c'est vrai qu'en tant qu'angevine, on connaît bien votre parcours et votre combat. L'Université d'Angers vient de fêter son anniversaire et vous avez bien voulu témoigner à distance. Et c'est vraiment un honneur pour nous de vous savoir engagé dans la durée. Merci pour ce partage qui nous laisse sans voix pour beaucoup. Ça a été dit par les collègues. J'ai une question parce que je pense qu'il faut être brève. Une question. Vous êtes, de mon point de vue en tout cas, l'homme et la voix du combat de ces femmes violées. Pour moi, dans votre pays, alors insuffisamment, on l'entend bien puisque vous dérangez, mais à l'échelle internationale. Mais on sait bien que, aussi forte, malgré votre force et la voix que vous portez, seul on fait peu de choses. Donc vous n'êtes pas seul aujourd'hui, bien entendu. Mais ma question porte sur cet aspect, c'est-à-dire... ça fait des années maintenant que vous êtes engagé. Est-ce que vous avez réussi à essaimer? Est-ce que maintenant, dans votre pays, mais ailleurs dans le monde, sur d'autres théâtres armés, il y a des professionnels et des politiques et des hommes, des femmes qui s'engagent aussi et qui parviennent à porter cette voix, cette analyse aussi, qui nécessite d'avoir une action psychologique, médicale, économique et de justice, nationale, internationale en particulier. Voilà. Est-ce que vous sentez que vous essaimez quelque part? Et bien entendu, je pense qu'on a un rôle à jouer, nous, en tant que parlementaires,
de l'Assemblée nationale française pour contribuer à faire entendre votre voix et votre action. Merci. Madame Dumas. Merci, Madame la Présidente. Cher docteur, moi je voulais d'abord vraiment dire à quel point ça fait effectivement plus de 20 ans que vous vous battez sur le terrain et rendre hommage à votre combativité, à votre persévérance, parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis le début du quinquennat, mais au-delà de ce quinquennat, j'ai le sentiment que vous devez inlassablement répéter tout le temps la même chose. Vous avez beaucoup de patience, je trouve, parce que comme moi, je vous ai entendu souvent à plusieurs reprises, et puis monsieur tout à l'heure l'a souligné, ça doit devenir un peu fatigant que tout le monde dise « Oh là là, à quel point c'est horrible, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Parce que c'est quand même tout le temps ce qu'on entend. Il y a un rapport, voilà, qui s'appelle le rapport Mapping, donc moi je vais dans ce sens-là, qui a été fait en 2010, qui absolument, il est terrible ce rapport, parce qu'il ne fait que mettre en avant les crimes les plus graves. C'est-à-dire que c'est même pas tous les crimes, parce que depuis 1996, c'est juste impossible. Donc c'est que les crimes les plus graves. Et alors quand on regarde les crimes les plus graves, bon voilà, c'est absolument monstrueux. Vous avez dit crimes de guerre, ça c'est attesté, crimes contre l'humanité et éventuellement constitutifs de génocide. Donc, et vous ne cessez de le dire, de le demander, etc. Ce rapport a demandé une enquête pour essayer de documenter encore plus ce qui est déjà fait de manière objective. Et effectivement, tribunal, juridiction internationale, tout ce qu'on veut pour une seule chose, c'est qu'on peut, et vous le faites sur le terrain, on peut parler d'accès à l'éducation, on peut parler de prévention, de tout ça, mais si on ne fait pas cesser l'impunité, si les auteurs et les responsables ne sont pas punis, de toute façon, tout le reste ne sert à rien. Parce que là, ce sont des millions, il y a quand même des millions de gens qui sont concernés depuis 1996, des centaines de milliers, c'est pas 2 ou 3 personnes. Donc s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de sanction, il ne se passera jamais rien. Donc moi je dois dire ici que nous avons écrit avec plusieurs députés, nous avons écrit 2 fois au président de la République. Parce que à chaque fois, la même chose qui est demandée, c'est demander à ce que le rapport Mapping soit mis en place. C'est le minimum. Ça ne veut pas dire qu'on l'obtiendra, puisque vous l'avez vu avec la Russie et la Chine. Mais si la France, qui se dit à l'avant-garde, pays des droits de l'homme, est incapable de répondre, que le président de la République ne soit pas capable de répondre à des députés qui m'ont demandé 2 fois ça, parce que ce que le docteur ne dit pas aussi, c'est qu'il est menacé. Donc, c'est aussi, il risque sa vie tous les jours. Et là, il nous explique très, j'allais dire patiemment, voilà ce qu'il faudrait faire, etc., ce qu'on ne fait pas. Et la deuxième chose qu'il a mis aussi un peu en avant, c'est pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. C'est vrai que, pourquoi le docteur est menacé? Parce que lorsqu'il dit les choses, lorsqu'il met des noms sur les choses, à un moment donné, il y a des auteurs. Et les auteurs, effectivement, ils sont souvent... pas en République, évidemment, du Congo, ils sont aussi à l'étranger. À l'étranger, ça veut dire, excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, le Rwanda. On a décidé d'avoir une relation privilégiée avec le Rwanda. Et donc, on ne fait rien, parce que faire quelque chose qui mettrait des mots sur... on opposerait des victimes à d'autres victimes, parce que vous savez, il y a eu évidemment aussi des actions sur les Hutus qui étaient en RDC. Donc, on a le sentiment qu'on réduirait la reconnaissance du génocide Tutsi, des choses comme ça. C'est toutes ces choses-là qui font qu'on n'avance pas. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter juste de dire c'est horrible, etc. Je pense qu'il faut faire pression sur nos gouvernements, quels qu'ils soient, parce qu'il n'y a pas, évidemment, que le président actuel qui n'a rien fait, puisqu'on a d'autres sous les autres quinquennats, et le président Sarkozy, c'était pareil. Nous avons choisi... Parce que nous choisissons un camp, nous choisissons de faire un déni sur ce qui se passe ailleurs. Et pour ceux qui ont dit, à juste titre, comme Françoise Dumas l'a dit, il n'y a pas qu'en RDC, c'est sûr, mais enfin, si... on commençait par régler ce problème d'impunité en RDC, je peux vous dire que ça donnerait des exemples ailleurs. Donc, parce que là, si c'est pas réglé là, je ne sais pas où ça sera réglé. Donc voilà, moi c'est est-ce qu'on peut à un moment donné prendre une part de notre responsabilité et ne pas que se lamenter sur des horreurs absolues. Cette phrase qui me revient à chaque fois du docteur qui dit « j'ai opéré les grands-mères, j'ai opéré les mères, opéré les filles, et maintenant... voilà, on sait de quelques jours, de 20 jours, autres. Bon bref, donc c'est horrible, on le sait.
nous ne prenons pas nos responsabilités, nous devons assumer de le prendre. Moi, ma question, vous l'avez un petit peu abordée, docteur, c'est effectivement sur le président actuel, puisque on parle beaucoup de justice transitionnelle. Il y a tout ce qu'on peut faire sur le plan international, mais il y a évidemment les politiques nationales. J'ai vu en plus qu'en tant que président de l'UOA, on lui avait demandé de promouvoir la justice transitionnelle en Afrique. Je trouve ça absolument hallucinant qu'on demande à quelqu'un qui ne donne pas l'exemple dans son pays d'être celui qui fait la promotion à l'extérieur. Donc on est toujours dans les grands principes qui n'atterrissent pas dans la réalité. Donc vous l'avez dit, vous ne voyez aucun chemin, si personne ne vous aidait, d'autres actuellement, puisque la France ne le fait pas, vous ne voyez pas de chemin actuellement avec votre président actuel pour faire avancer cette justice transitionnelle, et est-ce que la société arrive quand même à se mobiliser pour l'obtenir? Docteur, ah pardon, Oui. peut-être donner la parole au président de l'Académie de médecine. Je vous en prie, docteur. Ah oui, pardon. Oui, non, madame, vous m'avez volé les mots de la bouche. Je crois que pouvoir résumer la raison pour laquelle M. Mukwege est venu en France, et notamment devant vous, c'est parce qu'il cherche votre aide. Il cherche à savoir dans quel... Non pas, effectivement, il ne vous demande pas de le plaindre, ni bien sûr les femmes. Vous le savez tous, vous avez lu ces livres, c'est horrible, enfin c'est indescriptible. La raison pour laquelle il est là, c'est pour vous demander comment vous, parlementaires, masculin ou féminin, peu importe, vous pouvez agir pour que la justice passe. Comme il l'a très bien dit, une femme violée, bon, bref, je ne reviens pas sur ce qui a été décrit, si elle sait que son violeur a été puni, déjà ça la transforme. Donc au-delà de tout ce qu'on peut dire, je crois que ce qu'il est venu chercher, c'est votre aide. Dans quelle mesure vous, parlementaires, pouvez influencer le président de la République ou toute autorité internationale pour qu'un pas soit fait en faveur d'une justice internationale. Je crois que c'est son combat essentiel. Il n'est pas médical, son combat, il est au-delà du médical. Il est politique, il est économique. Docteur Mukwege, si vous souhaitez conclure, répondre et conclure. Je pense que le président a conclu, mais je peux répondre peut-être à la question de savoir si nous répliquons ce que nous faisons. Dans la résolution 2467, effectivement, que nous avons pu obtenir en 2019, nous avions eu aussi, dans cette résolution, on a pu créer le fonds global pour les survivantes. Et je pense qu'avec ces fonds global pour les survivantes, nous avions eu l'appui de la France avec d'autres pays. Et aujourd'hui, je crois qu'avec ces fonds, on peut voir déjà ce que nous commençons à faire en République centrafricaine, puisque c'est un pays qui a connu aussi le conflit et où les femmes ont souffert, comme en République démocratique du Congo. En Irak, avec Nadia Mourad, il y a un projet qui est très intéressant. Quand moi-même j'étais là, et j'ai rencontré les femmes à Dohuk, où il était clair que c'est impossible que ces femmes retournent à Singer dans leur village si elles n'ont pas le minimum de soins médicaux. J'étais dans le camp, le simple fait que les femmes parlaient de leur situation, il y en a qui tombaient. J'avais posé la question s'il y avait une assistance psychologique, il n'y en avait pas. Il y avait une gynécologue yézidi dans la ville, mais qui travaillait déjà dans un hôpital, et c'est un peu compliqué. Et c'est comme si les femmes ne faisaient pas tout à fait confiance aux autres. Donc, en Irak, nous avons un programme avec la Fondation Denis Mukwege et le Global Survivor Fund pour soutenir les femmes et avoir le modèle holistique basé sur les quatre piliers. En Colombie, je crois que les femmes sont très, très avancées du côté juridique et judiciaire. Je crois que je n'ai pas trouvé des femmes
aussi forte dans les pays que j'ai visités que les femmes colombiennes. Mais les femmes colombiennes discutent beaucoup de la mise en place donc, de ces modèles holistiques sur les 4 piliers. Et donc je pense que, par exemple, elle pouvait aider beaucoup les femmes d'autres pays pour savoir comment elles s'organisent sur le plan légal. Et donc, c'est un modèle que nous essayons vraiment d'étendre en dehors donc, du Congo. Il y a, au mois de novembre, les femmes venant de 12 pays africains étaient à Kinshasa, où elles ont préparé une déclaration, puisqu'à Kinshasa, il y avait une rencontre au sommet des présidents africains pour la masculinité positive. Et donc, ces femmes se sont réunies à Kinshasa aussi à la même occasion. Et leur objectif était de dire tout simplement, on ne peut pas parler de nous, les présidents ne peuvent pas parler de nous sans nous. Et donc, nous voulons quand même que le président de l'Union africaine qui était réuni là puisse tenir compte donc de notre déclaration. Et là, je crois que nous demandons à ce que nous avons demandé à certains pays européens, y compris la France, lors du sommet au mois de février qui va réunir l'Afrique et l'Europe, que vraiment ces femmes de ces 12 pays africains, qui sont des pays qui ont connu des conflits, puissent être écoutées par les présidents africains et européens. Et je crois que si la délégation aux droits des femmes peut soutenir ces femmes africaines pour qu'elles soient écoutées par les présidents qui seront réunis ici en Europe, ça serait un progrès formidable. Je pense qu'on ne peut plus continuer à décider sur le sort des femmes sans pouvoir les associer dans les décisions qui sont prises. Et je crois qu'ici, GSF fait un effort dans ce sens. Et je vous remercie pour votre intervention sur le rapport mapping, puisqu'effectivement, c'est fatigant. C'est fatigant, puisque tous les autres pays, que ce soit l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, Sierra Leone, etc., qui ont connu, ici nous sommes en train de parler de 6 millions de morts, et le compteur s'est arrêté en 2003, alors qu'aujourd'hui on continue à égorger. Chaque semaine, vous avez 3 ou 4 massacres à Beni, dans le haut plateau du sud Kivu ou au nord Kivu. Mais il n'y a plus personne qui compte les gens qui sont tués régulièrement en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes en train de parler des massacres donc des massacres odieux. Et ça porte sur 6 millions de morts. Ceux qui sont recensés dans des camps, on parle de 4 à 6 millions de Congolais qui ont pu fuir les pays pour aller chercher la sécurité ailleurs. Et c'est vrai, hier j'étais en discussion avec un responsable français et on disait, écoutez, ça sera très très difficile si l'Europe ne tient pas compte de ce qui se passe en Afrique, puisque les gens, quand on a tué ton père, on a tué ta mère, la solution, c'est de dire, je quitte, puisque si je reste, j'attends moi-même qu'on puisse me décapiter. Et ils tuent avec une telle violence ces atrocités qu'ils commettent sur les mutilations que ces gens font sur les femmes. Ça ne peut donner, le seul réflexe que ça peut donner à un homme normal, c'est de quitter. Et je pense que refuser de s'occuper de telles questions, puisque moi j'ai dit, en République démocratique du Congo, dans ces rapports, on connaît le nom, on connaît les dates qu'ils ont posé ces actes, etc. Pourquoi ne pas agir ? Et malheureusement, s'il n'y a pas d'action avec ces responsables, on disait qu'on ne soit pas surpris qu'il y ait une pression migratoire sur l'Europe, puisque de toute façon, chaque être humain cherche à se sécuriser. Et cette sécurité est possible
je vis en République démocratique du Congo. Je pense qu'à partir du moment où ceux qui commettent les crimes, qui sont connus, peuvent être insécurisés par la justice, tout simplement qu'on leur demande de rendre compte, eh ben, ces crimes vont s'arrêter. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda. Pour arrêter les crimes au Rwanda, la justice internationale s'est impliquée. Et aujourd'hui, même ceux qui ont fui en France, on continue à les poursuivre. Et au Congo, ceux qui commettent des crimes, ils sont tranquilles, ils sont au pouvoir, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police. Et je pense que c'est une façon de pérenniser en fait ces actes criminels qui se commettent. Et donc, pour conclure avec vos deux conclusions, ma présence ici aujourd'hui, je suis très honoré que je puisse m'adresser aux députés français. Je suis très honoré que vous puissiez prendre le temps de m'écouter. Et je pense que lorsque vous nous soutenez dans cette demande pour que les rapports mapping soient déterrés, ça sera que le droit. Et ça sera juste, puisqu'il n'y a aucun pays au monde qui a connu ce que nous avons connu, où le monde s'est tué et dire ça va se passer. Et 25 ans après, l'expérience nous montre que des crimes de masse comme ça, on ne peut pas les enterrer et dire que ça va se terminer sans qu'il y ait une action de justice qui nous permet de faire une réconciliation, réparation pour les victimes et construire un avenir meilleur. Merci. Merci, docteur. Merci vivement pour le temps précieux que vous avez accordé à notre délégation et plus largement à l'Assemblée nationale. Et merci encore une fois à l'Académie de médecine en particulier d'avoir également permis cette rencontre.